Buenas tardes a todos y a todas. Et à toutes, bienvenue une fois de plus à la Casa Árabe. Nous accueillons aujourd'hui la 7e conférence, le cycle sur les grandes capitales du monde islamique médiéval, passé et présent, organisé par la Casa Árabe et la fondation Tres Culturas del Mediterráneo de mai à novembre 2016, avec la collaboration du groupe de recherche Sísifo de la zone d'archéologie de l'Université de Cordoue. Comme vous le savez, tous ceux qui nous ont suivis depuis le mois de mai, le cycle aborde l'histoire d'une sélection de certaines des villes les plus importantes de l'histoire de l'islam et qui, à certains moments, ont été érigées en capitale d'un important royaume ou empire médiéval. La conférence d'aujourd'hui est consacrée au Caire et elle a comme titre le Caire islamique et Fustat, depuis la conquête arabe jusqu'à l'expédition française, de Napoléon bien sûr. Nous avons aujourd'hui ici, donc à la Casa Árabe, Stéphane Pradine, qui est professeur de l'université Aga Khan au Royaume-Uni. Même si l'histoire médiévale du Caire est très bien connue en général, à travers les sources arabes et latines, l'archéologie de la ville est une grande inconnue. Et il n'y a pas de preuves archéologiques des villes abbassides, d'Al-Askar et d'Al-Kataï. Et la connaissance actuelle sur l'urbanisation et la planimétrie de cette ville, Fatimi, se base surtout sur les écrits d'Al-Makrizi, un des grands historiens de la période mamelouk postérieure. Si on ajoute à cela que le développement de la ville a été analysé traditionnellement depuis un modèle théorique développé par des historiens, eh bien nous obtenons une vision archéologique qui est limitée et qui se limite surtout aux fouilles de l'ancienne ville de Misr Fustat. Dans ce contexte, donc, les fouilles de Agaran Trust pour la culture et l'Institut français d'archéologie ont fourni un grand nombre d'informations nouvelles sur le Caire et le Caire médiéval, qui peut être détruite à tout instant par les édifications modernes, dans un contexte d'expansion urbaine et qui est très peu régulé. Aujourd'hui, nous allons pouvoir découvrir certaines de ces fouilles de première main grâce à la présence d'un de ces grands connaisseurs, le professeur Stéphane Pradine. Stéphane Pradine, donc, il est docteur en archéologie islamique à l'université de la Sorbonne Paris 4. Il est professeur à l'Institut pour l'étude des civilisations musulmanes de l'université Aga Khan au Royaume-Uni. Il est chercheur aussi associé au Centre national français de recherche scientifique pour l'Orient et la Méditerranée à Paris. Il a aussi été responsable de l'archéologie islamique à l'Institut français d'archéologie orientale au Caire entre 2001 et 2012. Il est spécialiste en archéologie médiévale du Moyen-Orient et également de l'Afrique de l'Est. Il a organisé différents travaux, différentes fouilles en Tanzanie, au Kenya et en Égypte. Il dirige actuellement un projet sur les fortifications et l'urbanisme du Caire fatimide et Adubi. Avant de lui céder la parole, je souhaiterais une fois de plus vous remercier de votre présence, le remercier lui également d'être là ce soir avec nous. J'espère que vous allez profiter de la conférence. Merci beaucoup. Merci Monsieur Villena pour cette magnifique introduction. Par la magie de la traduction, je me trouve à parler espagnol, donc je remercie aussi les traducteurs et je souhaite remercier aussi toute l'équipe de la Casa Árabe pour leur travail et pour cette invitation, cette fantastique opportunité pour moi de présenter mes travaux dans un cadre hispanique à Madrid.
Donc voilà, la mission est en fait de vous présenter l'histoire du Caire, l'archéologie du Caire et aussi des découvertes récentes que nous avons faites depuis ces dernières années en 1 heure. Donc j'espère que vous allez tenir le choc avec moi pour cette visite express du Caire depuis la conquête arabe. Et j'ai menti un petit peu, je ne vais pas m'arrêter à l'arrivée des Français, mais on va aller jusqu'au XXIe siècle. Alors le Caire est une mégalopole, hein, c'est la plus grande ville cité du monde arabe et en tout cas de l'Afrique, avec 14 millions à peu près officiellement et probablement 17, 18, peut-être même 20 millions avec tous les quartiers et les faubourgs, les grands faubourgs périphériques. Le Caire est une ville extrêmement intéressante à étudier et qui a fait l'objet de très très nombreuses publications depuis les 2 derniers siècles, grosso modo. Pourquoi? Parce que le Caire, en tant que capitale de plusieurs empires, plusieurs dynasties islamiques, est aussi une sorte de panorama de différentes périodes. Depuis la conquête arabe avec Phostat, la première capitale islamique de l'Égypte, jusqu'à des cités capitales de l'époque abbasside, localement connues sous la dynastie toulounide. Et puis vous avez d'autres cités qui ont été fondées sous les Fatimides, la dynastie fatimide à la fin du Xe siècle. Et enfin, le Grand Caire de Saladin, Salah ad-Din, à la fin du XIIe siècle, et puis le Caire de l'époque mamelouk, du XIIIe au XVe siècle. Ce qui est intéressant avec le Caire, c'est que vous avez une stratigraphie, un petit peu comme des couches archéologiques, mais qui n'est pas une stratigraphie comme dans certaines cités, dans certaines villes, une stratigraphie verticale, mais vous avez une stratigraphie horizontale, c'est-à-dire que les villes se sont développées les unes à côté des autres, ce qui permet d'avoir, pour le visiteur un petit peu aventureux, entre les voitures et la pollution du Caire, de visiter en fait une ville avec de multiples visages et des monuments de différentes périodes. Alors, je vais commencer par 2 citations d'un architecte britannique qui a travaillé à l'époque coloniale anglaise au Caire. Alors, c'est une citation assez rude. Du coup, je vais peut-être la traduire en français. L'Arabie, la péninsule arabique, a constitué un parfait vide architectural et le terme arabe ne doit jamais être utilisé pour parler de l'architecture de l'islam. Alors c'est un jugement extrêmement sévère qui comporte néanmoins des éléments assez intéressants dans le sens où il remet en question le fait de l'association systématique entre architecture arabe et architecture islamique ou musulmane. Je préfère la citation en dessous suivante de Lapidus. Les conquêtes arabes n'ont pas introduit l'urbanisme, mais elles ont introduit la formation de nouveaux empires qui avaient des raisons de construire de nouvelles cités. Les califes et les gouverneurs ont bâti des nouvelles capitales qui symbolisaient la domination de nouveaux régimes et leur capacité à maintenir l'ordre et à diffuser une nouvelle civilisation. C'est-à-dire, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de comprendre que la conquête arabe s'est faite sur des territoires qui étaient dominés par d'autres cultures, vous le savez bien, les Romains, les Byzantins, les Sassanides. Et donc, il faut toujours garder en mémoire que les Arabes ont réutilisé des villes, des structures, des cités qui existaient déjà. Et donc, le jugement de Creswell est aussi lié aux particularismes régionaux, c'est-à-dire que vous avez des groupes, des populations turques, persanes, nord-africaines, berbères, qui ne doivent pas être oubliées sous le terme générique d'arabe. Après cette petite introduction peut-être un petit peu ennuyeuse, donc retour au Caire, en Égypte. Donc pendant la conquête arabe, différentes villes ont été occupées, mais aussi des villes ont été construites pour soutenir l'effort d'invasion de la conquête arabe, vers l'ouest notamment. Alors bon, du côté est, avec vous savez, les villes de la conquête, des Amsar, des Misr, sorry, donc vous aviez Basra en 634, Koufa, ce qui nous intéresse c'est la fondation de Fustat en 642,
comme première capitale musulmane d'Égypte. Et la dernière ville comme ça, Amsar de la conquête, a été construite en Ifriqiya, à Kérouan, en Tunisie, en 670. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand les Arabes sont arrivés, les musulmans, essentiellement arabes bien entendu, sont arrivés en Égypte, ils n'ont pas voulu réutiliser la vieille capitale gréco-romaine d'Alexandrie. Ils ont préféré fonder une nouvelle ville, Fustat, la ville des tentes, à la connexion entre la Haute-Égypte et la Basse-Égypte, au début du delta en fait. Pourquoi? Parce que c'était une zone extrêmement stratégique qui permettait de contrôler toute l'Égypte et aussi pour des raisons pratiques par rapport aux liens, aux routes qu'il y avait à travers le Sinaï jusqu'au Hidjaz et la péninsule arabique. Donc un changement de capitale. À l'emplacement de Fustat se trouvaient des structures, notamment défensives, puisque c'était une zone stratégique, dont le fort romain de Babylone, qui protégeait le canal de Trajan, qui permettait d'aller jusqu'à la mer Rouge. Et ce fort romain sera réoccupé par la suite par des communautés coptes. Si vous allez dans le Caire actuellement, on appelle ça le vieux Caire ou le Caire copte. Et donc ces tours ont été réoccupées et sont utilisées actuellement en tant qu'église. Une mosquée est fondée en 642. La mosquée que vous voyez là a probablement peu de choses à voir avec la première mosquée fondée par le général Amr, mais c'est la première mosquée fondée donc en Égypte et en Afrique. Voilà. Donc c'est un petit peu les seuls vestiges que nous avons pour les débuts de Fustat et de la conquête. Et nous avons très peu de matériel et de structures de l'époque omeyyade. Nous y reviendrons par la suite, puisque je vous parlerai un petit peu des recherches archéologiques en fin de cette présentation. Pour l'époque que l'on qualifie de l'époque, pour l'époque abbasside, grosso modo 8e siècle jusqu'au 9e siècle, 10e siècle, pardon, nous avons quelques monuments qui ont subsisté dans le Caire. Certains sont très connus et d'autres sont parfaitement inconnus, comme je vais vous les présenter. Donc vous avez ici, là je vous ai fait un petit listing des différentes dynasties, essentiellement de la période abbasside, qui ont fondé, ces dynasties ont soutenu leur pouvoir par la fondation de villes califales, donc de villes princières. Donc évidemment vous avez Bagdad, vous avez Samarra, en Afrique du Nord, vous avez en Ifriqiya, vous avez Al-Abbasiya, Raqqada par les Aghlabides, plus tard les Fatimides, qui étaient toujours une dynastie califale, ont continué ce système d'urbanisation, de création de villes princières, avec Al-Mahdiya, Mansouria et puis Al-Qaïra, le Caire en Égypte. Donc voilà, il faut bien voir que c'est une tendance qui existe et qui aussi s'est développée dans la péninsule ibérique, en Espagne, la création de villes califales pour supporter des nouveaux systèmes politiques et aussi en tant que représentation du pouvoir politique. Et évidemment, le Caire n'a pas échappé à la règle avec la création de deux nouvelles villes, Al-Askar et puis Al-Atay, sous Ibn Tulun, qui sont des fondations dont on va revenir par la suite. Donc vous avez des monuments qui sont connus, donc la mosquée d'Ibn Tulun, ce gouverneur abbasside qui a pris son indépendance du califat abbasside et a régné en Égypte jusqu'à la fin du 9e siècle. Mosquée d'Ibn Tulun caractérisée par son minaret hélicoïdal, qui rappelle les minarets de Samarra. Vous avez aussi le célèbre nilomètre pour mesurer les crues du Nil, aussi construit par Ibn Tulun, bien que la partie, la toiture est d'époque beaucoup plus récente. Et vous avez des monuments qui sont moins connus. Il faut être relativement courageux pour aller dans des zones périphériques un peu pauvres et des monuments entourés d'ordures. Vous avez par exemple ce bel aqueduc abbasside toulounide de la fin du 9e siècle qui permettait de capter l'eau du Biarkat al-Abash, qui se trouvait au sud du Caire, pour amener l'eau jusqu'à Fustat. Ce sont des monuments qui sont connus. Et là, j'ai un petit peu de fierté à vous présenter un monument existant, un monument assez important, sur plus d'une dizaine de mètres de haut, en plein centre du Caire, qui n'avait jamais été publié en tant qu'abbasside, qui était considéré par les historiens comme un palais mamelouk.
Il se trouve qu'en faisant nos prospections, il s'est avéré que la taille des briques, la forme du monument correspondait totalement à un palais de l'époque abbasside ou toulonide, avec des tours semi-circulaires très très classiques du style de Samarra. Et ce palais se trouve au sud de la mosquée d'Ibn Touloun. Donc j'ai fait un article récemment et je vais continuer à publier là-dessus. Donc pour la dynastie qui vient juste après les Abbassides, nous avons les Fatimides, qui, vous le savez, ont déplacé leur capitale de Tunisie vers l'Égypte et dont le rêve était évidemment de retourner en Orient. Fatimides, dynastie chiite des Ismaéliens. Ils vont créer, comme je vous l'ai dit, c'était la mode à l'époque, on va dire, à l'époque des califes, leur propre ville indépendante de Fostat. Donc Fostat, qui est la vieille capitale arabe, va rester de la conquête, Fostat, le grand Fostat, c'est-à-dire, j'inclus dans le Fostat les villes et les établissements abbassides, jusqu'à la mosquée d'Ibn Touloun. Donc les Fatimides vont décider de construire leur propre capitale princière, Al-Qaïra, au nord, pour se démarquer de la population et aussi pour se protéger. Donc vous avez ici cet enclos quadrangulaire qui a été fait par le général Gawar pour le calife Al-Moïse, qui protégeait donc les palais au centre de la ville et la grande mosquée d'Al-Azhar. Plus tard sera construite la mosquée d'Al-Hakim au début de l'an 1000 et la ville sera refortifiée avec une seconde enceinte. Nous allons revenir sur cette fortification. Ici, je ne vous présente pas la mosquée d'Al-Azhar, qui, bien entendu, dans sa forme actuelle, n'a pas grand-chose à voir avec la mosquée originale. Voilà ici le plan de la mosquée originale, qui a été évidemment réoccupé et réaménagé sous toutes les dynasties successives de l'époque mamelouk jusqu'à l'époque ottomane. Une autre belle mosquée qui se trouve donc au nord du Caire fatimide, à côté de Bab al-Nasr, la mosquée de Al-Hakim, construite au début de l'an 1000, qui présente à peu près le même plan, avec une cour centrale, de très beaux minarets en forme d'oignon, classique de la culture fatimide, et ces niches aussi qu'on retrouve même à la mosquée de Mahdia en Tunisie. Alors, on ne trouve pas dans le Caire fatimide de maisons ou d'architecture domestique fatimide, pour la simple et bonne raison que les dynasties successives des Ayyoubides, des Mamelouks et des Ottomans jusqu'à la ville actuelle, ces dynasties successives ont construit des maisons et des habitats et donc ont gommé les habitations et les maisons fatimides qui ont été complètement détruites. Pour voir, vous pouvez toujours voir des maisons fatimides, mais pour aller les voir, il faut aller dans le parc archéologique de Fostat, qui se trouve à côté de la mosquée de Hamr, donc à côté du Caire copte, pour voir encore ces habitats, ces maisons fatimides, puisque, comme je vous l'ai dit, pendant la période fatimide et jusqu'à l'époque, au début de l'époque mamelouk, Fostat va continuer à coexister en fait avec la ville fatimide. Vous avez la ville fatimide Al-Qaïra pour les princes et Fostat qui est la ville du peuple et le centre économique. Alors, les Fatimides ont construit des enceintes pour protéger la ville califale. La première enceinte par le général Gawar, qui a conquis l'Égypte en 969-971 sous Al-Moïse. Et ce qui nous intéresse encore plus, la seconde enceinte de Badr al-Jamali, donc sous le calife Al-Mustansir. C'est une période intéressante parce qu'on peut diviser l'époque fatimide en deux grandes périodes. L'époque des califes, pendant un siècle, et puis l'époque des vizirs, puisque à partir de l'époque d'Al-Mustansir, c'est le vizir, le premier ministre, si vous voulez, qui va avoir le pouvoir. Le calife va être, vous savez, comme dans les films ou dans les bandes dessinées, le calife va être le personnage qui va rester dans son palais entouré de danseuses et de coussins de soie. Donc en fait, c'est le vizir qui va occuper le centre, le poste politique le plus important à partir de la fin du XIe siècle. Et ce vizir, Badr al-Jamali, va démontrer son pouvoir en construisant une série de monuments. Et les plus impressionnants sont évidemment les grandes portes du Caire. Donc il va refaire des nouvelles fortifications au Caire. Alors vous voyez ici un petit peu, d'ailleurs ce plan est déjà faux. C'est un plan que j'avais fait il y a quelques années. Et vous voyez en vert l'enceinte de Jawar, la première enceinte. Il se trouve que lors de nos fouilles en 2011, nous avons découvert un bout de cette enceinte
dans l'angle nord-est du Caire. Donc, ce qui est intéressant avec les fouilles archéologiques, c'est qu'on peut remettre en question beaucoup d'idées préconçues qu'on avait sur les limites du Caire à l'époque fatimide et aux dynasties successives. Donc, c'est ce que je vais vous présenter dans les recherches actuelles, en fait, c'est que nos connaissances sont encore relativement floues et nos connaissances sont basées essentiellement sur des textes historiques. Alors évidemment le grand Makrizi, mais aussi les autres. Et donc ces textes, ces sources primaires sont des documents extrêmement intéressants. Il y a eu énormément de livres publiés par les historiens, mais du point de vue architectural et du point de vue archéologique, on avait très peu d'informations. Et donc ces fouilles que nous avons réalisées, vous voyez ici tous les points, constituent les zones de fouilles en fait, où nous avons fouillé donc avec la fondation Aga Khan, avec l'Institut français, le ministère des Affaires étrangères, Parking Darassa, Bab el-Tawfiq, Bab el-Jedid, Bab el-Gedid, Bourg al-Zafar et Bab el-Nasr. Donc nous avons fouillé 4 sites principalement de 2000 à 2016. Normalement les fouilles doivent s'achever cette année, mais on va peut-être continuer quelques petits projets. C'est difficile pour un archéologue de s'arrêter, donc on va voir peut-être que l'année prochaine, nous aurons d'autres petits projets ponctuels dans le Caire. Alors, ce qui est intéressant, ce que je vous disais, c'est que les fouilles archéologiques permettent de remettre en question même des grands auteurs. Si vous parlez dans le monde arabe de Makrizi, et surtout en Égypte, il est considéré comme ce chroniqueur mamelouk de l'époque mamelouk est considéré presque comme un demi-dieu. Il se trouve que Makrizi n'était pas archéologue. Et donc, ce que Makrizi a décrit à son époque sont aussi des interprétations. Par exemple, quand Makrizi décrit la première enceinte, la première muraille de Gawar, comme étant une enceinte en briques crues, sur laquelle, qui était si large que 2 cavaliers pouvaient tenir de front. Et il décrit une enceinte en briques crues qui est progressivement détruite par des habitations mamelouks. Et en fait, il se trouve que cette enceinte en briques crues, nous l'avons découverte, et elle était effectivement recouverte par des habitations mamelouks, mais il ne s'agit pas de la première enceinte de Gawar, mais il s'agit de la seconde enceinte de Badr al-Gamali. Alors, pourquoi cette confusion ? C'est parce que Makrizi n'avait pas connaissance du fait que la première enceinte fatimide, uniquement les portes, les grandes portes avaient été construites en pierre, mais le reste de l'enceinte avait été construite en briques crues. Alors, vous voyez ici les 2 enceintes. Il y en a une qui est plus récente, entre guillemets. Je vais y revenir là-dessus pour la période ayoubide. C'est l'enceinte de Saladin, de la fin du XIIe siècle. Et derrière, lors de nos fouilles, nous avons exhumé cette enceinte fatimide qui date de l'époque de Badr al-Jamali, donc de la fin, vous voyez, du XIe siècle, 1087 à 1092. Nous avons des dates exactes puisque nous avons des inscriptions. La première porte de Badr al-Jamali à Bab al-Nasr est construite en 1087 et la dernière au sud, Bab Zouela, est construite en 1092. Nous avons les débuts et la fin des travaux. Alors, évidemment, des universitaires nous ont dit « mais vous savez, cette enceinte en briques crues, elle est peut-être de Gawar, est-ce que vous avez des preuves ?» Alors nous avons des belles preuves, puisque nous avons fouillé une porte, Bab el-Tawfiq, datée de Badr al-Jamali, avec une très belle inscription in situ, et nous avons donc découvert l'enceinte en briques crues, attachée, liée à la porte en pierre, et les 2 structures possédaient les mêmes fondations. Donc nous avons la preuve absolue que cette seconde enceinte du Caire, que tout le monde connaissait par les portes monumentales en pierre, cette enceinte, elle avait été faite en pierre pour les portes, pour impressionner les visiteurs, mais que le reste de l'enceinte avait été construite en toblaban, en briques crues. Alors, vous savez qu'à justement à la fin du XIe siècle, il se passe quelque chose de terrible au Proche-Orient, c'est le début des croisades. Alors les Fatimides, évidemment, vont souffrir de ça, ils vont perdre des territoires, justement en Palestine. Et puis, il y a la contre-croisade par différents émirs, les Atabeg de Damas et d'Alep. Et puis, c'est un héritier d'une certaine manière de Zengi et de Noureddin qui va finalement réussir cette contre-croisade, un jeune émir kurde du nom de Salah ad-Din el-Ayyubi, qui va devenir le dernier vizir du dernier calife fatimide, Al-Adid, et qui va prendre le pouvoir en Égypte. Alors Saladin, ce qu'il va faire,
parce qu'il y a la menace des croisés. Les croisés étaient aux portes du Caire en 1169. Donc Saladin, ce qu'il va faire, il va construire une nouvelle muraille, une grande muraille, pour défendre le Caire contre ces méchants Farangés, Francs, les croisés. Donc il va construire une muraille de 14 km de long qui allait du Nil au Nil. Donc, puisque le Nil arrivait là à l'époque, hein, avec les hautes eaux, les crues. Donc il va à peu près de Bouadj al-Max, jusqu'au Mo'atam, et qui va donc protéger Fostat, puisqu'en fait Saladin désirait protéger la ville fatimide, mais aussi la ville économique, le poumon économique qui était Fostat. Donc il fait cette énorme enceinte, et en fait c'est un petit peu lui qui va créer le Grand Caire, puisqu'il va réunir le Caire et Fostat. Donc il va jeter les bases du Grand Caire que l'on connaît notamment à l'époque mamelouk. Et entre les deux villes, il va créer une citadelle pour à la fois défendre la ville, mais aussi pour la dominer et la contrôler. Les travaux sont menés par l'émir Karakouche, surtout entre le 1173 et 1177, et les grands travaux de Saladin sont terminés après sa mort, hein, puisqu'il meurt en 1193, et ils sont terminés par son frère et son neveu, hein, les sultans Al-Adil et Al-Kamil. Ici, nous avons fouillé donc une tour dans l'angle nord-est du Caire, pas très loin de Bab el-Nasr, et vous voyez que nous avons découvert d'ailleurs les deux tours, puisque nous avons découvert la première tour, enfin une des premières tours fatimides, hein, en briques crues, et puis devant, Saladin a reconstruit une muraille en pierre, parce qu'il faut bien savoir que à l'époque, il fallait adapter les fortifications à l'attaque. Et les croisés, vous savez que dans une guerre, les techniques évoluent très rapidement, et donc c'était l'époque des manjaniques, les trébuchets à contrepoids, les mangonos, et donc il fallait faire des murailles qui pouvaient résister à ces catapultes, ces machines de guerre. Donc il va construire comme ça ces grandes tours qui servaient aussi de plateforme pour des machines de guerre, hein, au sommet. On construit aussi des nouvelles portes, alors non pas avec des entrées droites, mais avec des bachouras, des kobri, des entrées coudées, des portes, pour protéger la ville du Caire. Donc là, Saladin n'avait pas la poésie des califes fatimides qui donnaient de très beaux noms à leurs portes, Bab el-Nasr, Bab el-Foutou, la porte des conquêtes, la porte des victoires. Alors là, on a des Bab el-Jedid, des portes neuves pour la ville du Caire. Alors, on a des dates précises. Pourquoi? Parce que lors des travaux avec la fondation Aga Khan, la seconde Bab el-Jedid qui se trouve au sud, nous avons trouvé une inscription in situ, une très ancienne inscription où Saladin même dit qu'il va conquérir Jérusalem. Alors il était assez, c'est presque prémonitoire, puisqu'effectivement, quelques années après, il va conquérir Jérusalem, mais en tout cas, son programme est inscrit dans la pierre à ce moment-là, et bien daté avec la date des travaux. Une citadelle est construite au contrefort du Mo'atam, la colline qui domine le Caire. Donc vous avez ici l'enclos primitif principal de l'époque ayoubide. Et la citadelle va être le lieu du pouvoir de tous les souverains jusqu'à l'époque de Mohamed Ali. Vient une nouvelle dynastie en 1250, les Mamelouks, qui vont régner sur un territoire immense. Ils sont les héritiers de Saladin, mais ils vont aussi défaire les derniers royaumes croisés à Akka, Saint-Jean d'Acre. Et ils vont donc dominer à la fin du XIIIe siècle l'intégralité du Proche-Orient, de l'Égypte et une partie du Hedjaz. Cette dynastie mamelouk, donc les Mamelouks, les serviteurs, les esclaves, vont produire pendant 2 siècles des monuments absolument magnifiques, et ils vont aussi combler les espaces vides dans la ville du Caire. C'est-à-dire, vous voyez en rouge, ils vont construire des maisons, ils vont urbaniser l'espace vide entre Fostat, le vieux Caire, et Al-Kahira, la ville des Fatimides. Et puis ils vont commencer, parce que le Nil, la rivière Nil, le fleuve Nil, pardon, the river Nile, s'est déplacé vers l'ouest. Et donc ces zones qui étaient des territoires inondés vont être urbanisées, comme par exemple Boulak, par les Mamelouks. Donc ils vont commencer à construire aussi à l'ouest, en direction du Nil. Et alors les Mamelouks, bon, c'est une nouvelle aristocratie, ce sont des guerriers, hein, de grands guerriers.
pour la plupart venus du Caucase et d'Asie centrale. Ces Mamelouks, ces émirs, ces chefs de guerre, sont une aristocratie militaire et ils vont commencer à construire des palais sur les rues les plus importantes du Caire, de très très beaux palais. C'est une période de prospérité économique. Les Mamelouks contrôlent le Proche-Orient, contrôlent la mer Rouge, contrôlent le commerce des épices avec l'océan Indien. Et donc vous avez une floraison de caravansérails, de khan, qui vont être construits, de wikala, qui vont être construits au Caire et sur les routes caravanières. Donc ces grands ensembles pour loger les marchands. Les Mamelouks vont exporter grâce à Alexandrie, mais à Damiette aussi avant, à l'époque ayoubide. Les Mamelouks vont exporter tous ces produits fabuleux vers les cités-États, par exemple vénitiennes, italiennes, et vers l'Europe. Donc c'est aussi ce qui a fait la beauté et la prospérité du royaume, de l'Empire mamelouk, c'est cette mainmise économique sur les produits de l'Orient. Les Mamelouks vont démontrer leur pouvoir aussi, avec la construction de nouvelles grandes mosquées sur les axes principaux, notamment cette vieille rue fatimide qu'on appelle la Sharia al-Mouiz maintenant. Donc ils vont construire des très grandes mosquées avec des écoles coraniques, des madrasas, ici même avec des symboles de leur victoire. Vous avez ici le portail de la mosquée Sultan al-Nasir, qui est construit en fait avec la porte d'entrée de la cathédrale de Saint-Jean d'Acre, qu'ils ont démonté pour remonter au Caire. Vous avez donc ces mosquées, ces mausolées. Ils vont se faire construire des mausolées attachés aux mosquées, au cœur du Caire, pour les sultans, et puis vont se développer progressivement. Bon, un autre exemple, à côté de Bab Zouela, cette magnifique mosquée, Ranka, Maristan aussi, hôpital de Sultan al-Mouïtcher, avec ce très beau style à black, avec les pierres rayées, bichromes. Très beau portail avec des stalactites, Moukarnas. Développement aussi d'une très belle architecture avec ces magnifiques dômes cannelés de l'époque mamelouk. Et puis les émirs vont se faire construire de beaux mausolées aussi, et parfois les sultans, à l'extérieur de la ville, ce qu'on appelle les nécropolis. Donc les grandes nécropoles de l'Est et du Sud attiré aussi par le mausolée d'Imam Shafi, construit à l'époque ayoubide. Ils vont se faire construire comme ça des grands mausolées, et puis ils vont attirer la population. C'est pour ça qu'actuellement on appelle ça aussi la ville des morts, le Carafa. Alors les Mamelouks ont aussi subi des problèmes que l'Europe a connus, notamment des épidémies de peste, la peste noire, et puis des parties entières de la ville du Caire vont être abandonnées. Ici vous voyez une carte, probablement la plus belle et la plus vieille carte du Caire, faite par un espion, je crois italien, Matteo Pagano. Quand vous zoomez sur cette carte, vous voyez une zone complètement abandonnée, en ruine, à l'intérieur des murailles. Et en fait, ces zones abandonnées à l'époque mamelouk, puisqu'à cause de la dépopulation, vous avez ces épidémies de peste, et donc une partie du Caire est abandonnée, et ces quartiers est du Caire vont être occupés informellement par des populations pauvres ou réutilisés en cimetière intramuros. Et vous avez ici, c'est même marqué Tourbe del Sultan Khamsun, le tombeau, la tombe, le mausolée d'un sultan. Donc on a des documents. On a évidemment Makrizi, Ibn Iyas, et là je suis totalement d'accord avec Makrizi, qui décrit donc magnifiquement ces épidémies de peste. Et il n'avait pas été pour l'instant prouvé par l'archéologie, démontré par l'archéologie ces épidémies de peste. Donc ce que nous avons fouillé avec la fondation Aga Khan sur le parking d'Arassa, nous avons exhumé plus de 80 squelettes, des squelettes de l'époque mamelouk, un cimetière informel lié aux épidémies de peste. Nous avons trouvé des sépultures multiples, donc des gens qui étaient enterrés selon le rite musulman, regardant vers la Mecque, en décubitus latéral droit, donc sur le côté, mais qui étaient enterrés dans la même fosse. Et nous avons retrouvé sur ces sépultures des traces de nafatoun, de naphte, d'huile, de sorte de pétrole, qui ont servi probablement à brûler ou en tout cas à recouvrir les cadavres. Et donc on a des éléments extrêmement intéressants parce que c'est la première fois que l'on a, même pas qu'en Égypte, mais en fait au Proche-Orient,
des traces archéologiques d'un cimetière mamelouk de Pestiféré. Alors, avec la conquête ottomane, le Caire devient une ville de province. C'est un peu triste, bien entendu, mais sous l'époque ottomane, de nombreux monuments vont être construits. Mais c'est surtout pour vous dire que le Caire et l'Égypte vont faire partie d'un ensemble plus large, tout autour du bassin méditerranéen. Les chefs militaires des Esbak et même des janissaires vont faire construire des monuments pour démontrer aussi leur pouvoir dans le Caire. Ils logeaient à la citadelle. Vous avez ici un des chefs militaires de la citadelle, Abdelrahman Hatrouda, qui va faire construire un sabil Koutab. Vous avez beaucoup de sabils Koutab qui ont été construits dès l'époque mamelouk, mais la tradition continue à l'époque ottomane. Le sabil Koutab, en fait, est une fontaine publique dominée par une petite école coranique. Donc le sabil, la fontaine publique, et en haut, la petite école coranique. Ce sont des fondations pieuses pour démontrer l'attachement au peuple et à la religion de ces leaders, de ces chefs ottomans, avec un style, vous voyez, le style du marbre, la taille du marbre, mais surtout les panneaux de style iznik, probablement en fait faits dans des ateliers syriens à Damas, mais ce sont des choses qu'on connaît très bien à Istanbul, en Turquie, ce style caractéristique de l'époque ottomane. Vous avez aussi à l'époque ottomane une nouvelle classe sociale qui apparaît, une sorte de bourgeoisie avec des notables issus de la vieille dynastie mamelouk. C'est-à-dire que les Ottomans ont conquis l'Égypte, mais les Mamelouks sont restés. Et ces gens vont se faire construire, sont devenus des marchands, des notables, des chefs religieux. Et ils se font construire de très belles maisons dans le Caire. Et ces maisons sont souvent d'ailleurs de style un petit peu, on a du mal à les différencier, elles sont de style mamelouko-ottoman. Des très belles maisons, alors vous avez restauration, avant restauration, donc, et c'est toujours comme ça malheureusement ici. Ceci dit, ça a aussi du charme de voir des édifices non restaurés. Ici, dans le quartier de Darb al-Ahmar, Beit el-Razaz. Ici, l'ensemble de 3 maisons ottomanes, très bien restaurées, à côté de Al-Hakim, Beit Souemi. Donc 3 maisons donc, du XIVe au XIXe siècle, avec, vous voyez, ces belles loggias, macades, avec ces cours de réception, ces beaux moucharabiés, travail du bois pour les fenêtres, mais aussi ces magnifiques mosaïques faites en gypse, plâtre et verre coloré, qu'on retrouve encore de nos jours à Sanaa, au Yémen. Encore la même chose, ce même type de décoration. Ici aussi, on voit toute la finesse de l'architecture des maisons, des palais ottomans, avec de ces maisons, avec une architecture, un mobilier qui est intégré dans l'espace architectural. Vous voyez avec ces belles armoires en bois taillé et ces niches polylobées en marbre et en plâtre. Alors, catastrophe, les Français arrivent à la fin du XVIIIe siècle. Petite aventure pour Napoléon, qui ne restera pas longtemps. Il va laisser Kléber et les autres en Égypte. Petite aventure orientale pour Napoléon, mais qui a une énorme importance au niveau historique, puisque Napoléon va se battre contre les Mamelouks d'Égypte, mais bon, contre les Ottomans, contre les Anglais. Et c'est les premières cartes en fait, du Caire, qui vont être cartes scientifiques, qui vont être dressées, qui sont extrêmement intéressantes, puisqu'elles donnent un témoignage assez poignant des rues de l'époque médiévale, moderne, mais aussi de l'époque médiévale. Et puis, c'est le début d'une véritable documentation scientifique de l'Égypte. Documentation de l'Égypte islamique et pharaonique, bien entendu. Napoléon va aussi énormément influencer quelqu'un qui était du côté adverse dans l'armée ottomane, cet officier albanais, Mohamed Ali, qui va prendre le pouvoir au début du XIXe siècle en Égypte, prendre le pouvoir et être quasiment autonome par rapport à semi-autonome, on va dire, par rapport à la Corne d'Or, par rapport à Istanbul. Mohamed Ali, qui, malgré le fait qu'il ait combattu contre les Français, avait une certaine vénération pour la France. Et en fait, la plupart de ses architectes étaient italiens et français.
Et il a introduit énormément de réformes en Égypte, que ce soit des histoires de code civil ou au niveau juridique ou au niveau même architectural. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que c'est Mohamed Ali qui va mettre fin aux Mamelouks, puisqu'au début de son règne, pour être sûr de ne pas avoir de problème politique, il va les inviter à un déjeuner. Heureusement, je n'ai pas eu le même type de déjeuner avec le directeur. Il va inviter les Mamelouks à la citadelle pour un déjeuner, mais ils ne repartiront jamais de la citadelle parce qu'il va les faire tous assassiner. Il va régner en Égypte avec sa dynastie. Il se fera construire par la suite une belle mosquée funéraire au centre de la vieille citadelle ayoubide, une mosquée de style totalement ottoman, mais il va loger dans des palais à l'extérieur de la citadelle. La citadelle n'était plus du tout attractive pour lui, et il va se faire construire des palais dans des lieux beaucoup plus agréables, comme Alexandrie, comme Chobra, là ici avec des architectes probablement italiens, si je ne me souviens plus. Vous voyez, c'est l'introduction d'une architecture européenne en Égypte. Et cela sera poursuivi, en fait, je crois, par son petit-fils, le Khedive Ismaël Pacha, qui va... Bon, alors il y a des grands travaux qui sont faits avec de l'aide extérieure, puisque c'est le début aussi des ambitions coloniales commencé à l'époque napoléonienne, mais l'ouverture du canal de Suez, mais aussi la construction de nouveaux faubourgs, et surtout la création de nouvelles routes dans le Caire pour circuler. Le Khedive Ismaël Pacha était aussi un admirateur de la France, de la princesse Eugénie et de Paris. Et donc, il va faire beaucoup de choses, il va copier l'architecture parisienne, autant dans les bâtiments que dans les boulevards haussmanniens qui vont être construits dans le Caire. Ce qui sera un gros problème pour les archéologues, puisqu'il va détruire énormément de monuments médiévaux. D'où l'intérêt de la carte de la description de l'Égypte napoléonienne, puisqu'elle présente le Caire, un Caire médiéval et moderne, aujourd'hui disparu. Alors plus tard, les Européens, à la fin du XIXe siècle, début XXe, vont construire de nouvelles villes un peu presque idéales à l'extérieur du Caire, puisque le Caire est devenu trop petit, trop étroit. Ils vont construire des villes comme Héliopolis, la cité du soleil, avec un style que l'on qualifierait à la fin du XIXe siècle, début XXe, de néo-mamelouk. Donc ils vont s'inspirer de l'architecture islamique locale et ils vont créer ces villes pour les riches égyptiens et les expatriés de l'époque. Une cité un petit peu idéale, puisque construite en plein désert. Et puis cette tradition, en fait, des faubourgs, des nouvelles villes construites pour les classes aisées, va se poursuivre, vous voyez, avec Héliopolis autrefois, Nasser City aujourd'hui, la rive ouest du Nil, qui était très peu urbanisée. Il n'y avait que le village de Giza, va se développer jusqu'aux pyramides, et avec Doki, Mohendissine, de nos jours, le Caire est une immense mégapole. Mahdi va être construit, Garden City, au début du XXe. Donc le Caire s'est étendu à l'extérieur des limites, vous voyez, de la muraille de Saladin. Et de nos jours, on a une ville tentaculaire qui s'étend de plus en plus, avec des nouveaux faubourgs comme Aubourg, Chorouk, Misr al-Gedida, Atamia, Mahdi, des grandes compounds comme Cher Zaïd par exemple, avec des golfs, tout un tas de choses pour attirer une classe aisée égyptienne et aussi, bien sûr, mea culpa, les expatriés. Et donc, le Caire actuel va encore s'élargir, puisque vous avez entendu comme moi que le président Al-Sisi a l'intention de construire encore un plus grand Caire entre le Caire et grosso modo Suez, donc des territoires en plein désert. Va se poser bien sûr des énormes problèmes pour l'eau notamment. Construire en plein désert, très bien, mais avec tous les barrages construits sur le Nil, de l'Éthiopie au Soudan passant par l'Égypte, va se poser dans quelques années un gros problème au niveau de l'eau. Donc, pour revenir un petit peu, pour finir un peu notre présentation marathon, j'espère que vous n'allez pas être trop épuisés, ça fait beaucoup d'informations d'un seul coup, mais j'ai essayé de parler très lentement. Pour finir cette histoire, pourquoi on avait très peu d'informations archéologiques sur le Caire fatimide ou le Caire islamique? Ce qu'on appelle le Caire islamique, vous voyez, c'est en fait le Caire
on a différentes dénominations. Le Caire islamique, c'est le Caire fatimide et le Caire toulounide, c'est-à-dire de Al-Hakim jusqu'à Ibn Touloun ici. Donc c'est ce qu'on appelle le Caire islamique. Et de nos jours, ce qu'on appelle le vieux Caire ou le Caire copte, c'est Fustat, au sud. Pourquoi nous avions uniquement des informations archéologiques sur Fustat et le sud de Fustat, le plateau d'Istablantar? Pour une simple raison, à partir de l'époque mamelouk, Fustat est déserté. C'est les autres zones du nord qui vont être urbanisées. Donc, vous voyez cette carte de 1930, c'est une grande zone de Qom, en égyptien, de débris archéologiques. Il n'y avait pas de construction jusqu'en 1930. De nos jours, la carte est un petit peu différente. Mais ce qui vous montre qu'en fait, l'historique des recherches archéologiques est lié simplement aux espaces vides. Et donc, les gens vont faire les premières fouilles archéologiques, parmi les plus vieilles, fin 19e, début 20e, Albert Gabriel, Ali Bagat, plus tard dans les années 60-70, John Scanlon, Stanislas Kubiak, japonais, 70 aussi, Mutsuo Kaatoko, et plus tard, dans les années 80-90, sur le plateau d'Istablantar, Roland Guéraud. Les gens se sont concentrés sur ces zones parce que c'était des zones vides. Alors, il existait d'autres zones vides. Vous avez ici les collines de Darassa et les collines nord. Ces zones étaient vides entre la Carafa, la cité des morts, et le Caire islamique. Cette zone a attiré Karim Aga Khan, l'Aga Khan, puisqu'il désirait créer un projet de parc panoramique. Parce que pour ceux qui connaissent le Caire est un petit peu pollué et un petit peu gris. Et donc, il s'agissait de donner aux gens, au peuple, de nouveaux espaces verts. Donc, ces grandes collines de 40 mètres de haut ont fait l'objet de travaux à partir de 1998 et la Fondation a créé un parc panoramique, le parc Al-Azhar. Et en faisant le parc Al-Azhar, en construisant le parc Al-Azhar, qui est devenu un très grand succès populaire. C'est un parc, le droit d'entrée ne coûte pas très cher. Je vais vous vendre le parc Al-Azhar. Le droit d'entrée ne coûte pas très cher et ce ne sont pas les classes aisées, c'est toute catégorie de population qui va au parc Al-Azhar. Donc c'est vraiment un très grand succès. Et en faisant ce parc Al-Azhar, la Fondation Aga Khan a dégagé 1,3 km de murailles ayyoubides, de murailles de Saladin. Et c'est à ce moment-là, les travaux ont commencé pour le parc en 1998. En 1999, Karim Aga Khan et le directeur de l'époque, qui était Stefano Bianca, puisqu'il a été remplacé après par un de vos compatriotes, Luis Montréal. Donc les directeurs de l'époque ont demandé à ma directrice de thèse, Marianne Barucan, mais vous n'avez pas quelqu'un d'un petit peu fou qui est prêt à travailler dans les ordures du Caire? Et c'est là, comme ça, que je me suis retrouvé à travailler en l'an 2000, il y a 17 ans, sur le parc Al-Azhar, sur la muraille, et puis plus tard sur ce site intramuros. Vous voyez ici, en 2009, la fin des fouilles sur le triangle archéologique, le parking d'Arassa. Vous voyez la muraille de Saladin, l'enceinte fatimide. Nous avons trouvé des rues de l'époque mamelouk. Nous avons trouvé des habitats fatimides. Nous avons trouvé un cimetière mamelouk. Énormément de choses qui nous ont renseigné sur l'histoire du Caire. Et personne n'avait aucune documentation archéologique avant. Malheureusement, je n'ai qu'une heure. Je ne peux pas parler des objets. Nous avons trouvé énormément d'objets. C'est peut-être une occasion de me faire réinviter pour parler des objets, je ne sais pas. Et donc voilà, tout ça pour dire que l'archéologie peut apporter beaucoup de choses, être un complément de l'histoire, mais aussi parfois contredire des idées préconçues, comme par exemple les limites, la taille du Caire à l'époque fatimide, mais aussi des interprétations qui étaient liées uniquement à des sources historiques. Donc voilà, je voulais juste remercier les différents partenaires, puisque j'ai travaillé pendant 11 ans avec comme l'a dit M. Villena, et remercier les différents partenaires, et je vous remercie de m'avoir écouté.